Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde de l'esprit des lois, qui est ici l'ouvrage qui nous intéresse. Il s'agit d'un ouvrage d'analyse constitué de 31 livres dans lequel Montesquieu étudie les régimes politiques et les types de sociétés de son époque. Il en conteste certains aspects et milite pour certaines idées qu'il estime progressistes. Montesquieu, né en 1789 et mort en 1755, est un éminent représentant des Lumières françaises. Magistrat et philosophe, il offrit au monde des ouvrages d'idées de grande valeur, tels que les Lettres persanes, 1721, et de l'Esprit des lois, 1748. C'est à lui et à ses travaux que nos démocraties contemporaines doivent leurs principes de base, celui de la séparation des trois pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Il s'agit, dans l'esprit des lois, de saisir les grands principes qui régissent l'histoire des sociétés politiques. Dans nos sociétés, les événements ne se déroulent pas au hasard. Il y a des lois générales qu'il s'agit d'identifier. J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites. Montesquieu définit les lois comme les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. De ce fait, toutes choses, animaux, hommes, dieux, etc., ont leurs lois. C'est là la condition nécessaire pour que le monde, une fois créé, subsiste et ne s'effondre pas sur lui-même. L'existence de ces lois est donc prouvée par la persistance du monde. Ces lois existent de tout temps, même les lois humaines, car elles existent en puissance avant que d'être promulguées. L'homme, en tant qu'être intelligent et libre, a néanmoins le pouvoir de violer les lois qui le caractérisent. Il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Les hommes, dans l'état de nature, abstraction faite de toute religion, ne connaissant, dans les différends qu'ils peuvent avoir, d'autres lois que celles des animaux, le droit du plus fort, on doit regarder l'établissement des sociétés comme une espèce de traité contre ce droit injuste. Traité destiné à établir entre les différentes parties du genre humain une sorte de balance. Mais il en est de l'équilibre moral comme du physique. Il est rare qu'il soit parfait et durable. Et les traités du genre humain font, comme les traités entre nos princes, une semence continuelle de division. L'intérêt, le besoin et le plaisir ont rapproché les hommes. Mais ces mêmes motifs les poussent sans cesse à vouloir jouir des avantages de la société, sans en porter les charges. Et c'est en ce sens qu'on peut dire avec l'auteur que les hommes, dès qu'ils sont en société, sont en état guerre. Car la guerre suppose, dans ceux qui la font, sinon l'égalité de force, au moins l'opinion de cette égalité, d'où naît le désir et l'espoir mutuel de se vaincre. Or, dans l'état de société, ni la balance n'est jamais parfaite entre les hommes, elle n'est pas non trop inégale. Au contraire, où ils n'auraient pas à se disputer dans l'état de nature, ou, si la nécessité les y obligeait, on ne verrait que la faiblesse fuyant devant la force, des oppresseurs sans combat et des opprimés sans résistance. Voilà donc les hommes réunis et armés tout à la fois, s'embrassant d'un côté, si on peut parler ainsi, et cherchant de l'autre à se blesser mutuellement. Les lois sont le lien, plus ou moins efficace, destiné à suspendre ou à retenir leur coup. Mais l'étendue prodigieuse du globe que nous habitons, la nature différente des régions de la terre et des peuples qui la couvrent, ne permettant pas que tous les hommes vivent sous un seul et même gouvernement, le genre humain a dû se partager en un certain nombre d'États, distingués par la différence des lois auxquelles ils obéissent. Un seul gouvernement n'aurait fait, du genre humain, qu'un corps exténué et languissant étendu sans vigueur sur la surface de la terre. Les différents États sont autant de corps agiles et robustes qui, en se donnant la main les uns aux autres, n'en forment qu'un, et dont l'action réciproque entretient partout le mouvement et la vie. On peut distinguer trois sortes de gouvernements: le républicain, le monarchique, le despotique.
Dans le républicain, le peuple encore a la souveraine puissance. Dans le monarchique, un seul gouverne par des lois fondamentales. Dans le despotisme, on ne connaît d'autre loi que la volonté du maître, ou plutôt du tyran. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait dans l'univers que ces trois espèces d'États. Ce n'est pas à dire même qu'il y ait des États qui appartiennent uniquement et rigoureusement à quelqu'une de ces formes. La plupart sont, pour ainsi dire, mi-partis ou nuancés les uns des autres. Ici, la monarchie incline au despotisme. Là, le gouvernement monarchique est combiné avec le républicain. Ailleurs, ce n'est pas le peuple entier, c'est seulement une partie du peuple qui fait les lois. Mais la division précédente n'en est pas moins exacte et moins juste. Les trois espèces de gouvernement qu'elle renferme sont tellement distinguées qu'elles n'ont proprement rien de commun. Et d'ailleurs, tous les États que nous connaissons participent de l'une ou de l'autre. Il était donc nécessaire de former, de ces trois espèces, des classes particulières et de s'appliquer à déterminer les lois qui leur sont propres. Il sera facile ensuite de modifier ces lois dans l'application à quelque gouvernement que ce soit, selon qu'il appartiendra plus ou moins à ces différentes formes. Dans les divers États, les lois doivent être relatives à leur nature, c'est-à-dire à ce qui les constitue, et à leurs principes, c'est-à-dire à ce qui les soutient et les fait agir. Distinction importante, la clé d'une infinité de lois et dont l'auteur tire bien des conséquences. Les principales lois relatives à la nature de la démocratie font que le peuple y soit, à certains égards, le monarque, à d'autres le sujet, qu'il élise et juge ses magistrats, et que les magistrats, en certaines occasions, décident. La nature de la monarchie demande qu'il y ait, entre le monarque et le peuple, beaucoup de pouvoirs et de rangs intermédiaires, et un corps dépositaire des lois, un médiateur entre les sujets et le prince. La nature du despotisme exige que le tyran exerce son autorité ou par lui seul, ou par un seul qui le représente. Quant au principe des trois gouvernements, celui de la démocratie est l'amour de la République, c'est-à-dire de l'égalité. Dans les monarchies où un seul est le dispensateur des distinctions et des récompenses, où l'on s'accoutume à confondre l'État avec ce seul homme, le principe est l'honneur, c'est-à-dire l'ambition et l'amour de l'estime. Sous le despotisme enfin, c'est la crainte. Plus ces principes sont en vigueur, plus le gouvernement est stable. Plus il s'altère et se corrompt, plus il incline à sa destruction. Quand l'auteur parle de l'égalité dans les démocraties, il n'entend pas une égalité extrême, absolue et par conséquent chimérique. Il entend cet heureux équilibre qui rend tous les citoyens aux lois et également intéressés à les observer. Dans chaque gouvernement, les lois de l'éducation doivent être relatives aux principes. On entend ici par éducation celle qu'on reçoit en entrant dans le monde et non celle des parents et des maîtres, qui souvent y est contraire, surtout dans certains États. Dans les monarchies, l'éducation doit avoir pour objet l'urbanité et les égards réciproques. Dans les États despotiques, la terreur et l'avilissement des esprits. Dans les républiques, on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Elle doit inspirer un sentiment noble mais pénible, le renoncement à soi-même, d'où naît l'amour de la patrie. Les lois que le législateur donne doivent être conformes aux principes de chaque gouvernement. Dans la République, entretenir l'égalité et la frugalité. Dans la monarchie, soutenir la noblesse sans écraser le peuple. Sous le gouvernement despotique, tenir également tous les États dans le silence. On ne doit point accuser Montesquieu d'avoir ici tracé au souverain les principes du pouvoir arbitraire, dont le nom seul est odieux aux princes justes, et, à plus forte raison, aux citoyens sages et vertueux. C'est travailler à l'anéantir, que de montrer ce qu'il faut faire pour le conserver. La perfection de ce gouvernement en est la ruine, et le code exact de la tyrannie, tel que l'auteur le donne, est en même temps la satire et le fléau le plus redoutable des tyrans. À l'égard des autres gouvernements, ils ont chacun leurs avantages. Le républicain est plus propre aux petits États, le monarchique aux grands, le républicain plus sujet aux excès, le monarchique aux abus.
Le républicain apporte plus de maturité dans l'exécution des lois, le monarchique plus de promptitude. Dans les États modérés, soit monarchie, soit république, on ne saurait apporter trop de formalités aux lois criminelles. Les peines doivent non seulement être en proportion avec le crime, mais encore les plus douces qu'il est possible, surtout dans la démocratie. L'opinion attachée aux peines fera souvent plus d'effet que leur grandeur même. Dans les républiques, il faut juger selon la loi, parce qu'aucun particulier n'est le maître de l'altérer. Dans les monarchies, la clémence du souverain peut quelquefois l'adoucir, mais les crimes ne doivent jamais y être jugés que par les magistrats expressément chargés d'en connaître. La liberté politique, considérée par rapport au citoyen, consiste dans la sûreté où il est, à l'abri des lois, ou du moins dans l'opinion de cette sûreté qui fait qu'un citoyen n'en craint point un autre. C'est principalement par la nature et la proportion des peines que cette liberté s'établit ou se détruit. Les crimes contre la religion doivent être punis par la privation des biens que la religion procure. Les crimes contre les mœurs, par la honte. Les crimes contre la tranquillité publique, par la prison ou l'exil. Les crimes contre la sûreté, par les supplices. Les écrits doivent être moins punis que les actions. Jamais les simples pensées ne doivent l'être. Accusations non juridiques, espions, lettres anonymes, toutes ces ressources de la tyrannie, également honteuses à ceux qui en sont l'instrument et à ceux qui s'en servent, doivent être proscrites dans un bon gouvernement monarchique. Il n'est permis d'accuser qu'en face de la loi qui punit toujours l'accusé ou le calomniateur. Dans tout autre cas, ceux qui gouvernent doivent dire avec l'empereur Constance « Nous ne saurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur lorsqu'il ne lui manquait pas un ennemi. » C'est une très bonne intuition que celle d'une partie publique qui se charge au nom de l'État de poursuivre les crimes et qui est toute l'utilité des délateurs, sans avoir les vils intérêts, les inconvénients et l'infamie. Je cite Montesquieu, « Les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté. » Dans une monarchie bien réglée, les sujets sont comme des poissons dans un grand filet. Ils se croient libres, et pourtant ils sont pris. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Les hommes sont bien malheureux, ils flottent sans cesse entre de fausses espérances et des craintes ridicules. Et, au lieu de s'appuyer sur la raison, ils se font des monstres qui les intimident ou des fantômes qui les séduisent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.